tourne à gauche ici. C'est la D27. Non, on tourne à droite. Ce sera à gauche, dans 1,5 km. Pas facile de se repérer sur les routes départementales de Provence, surtout quand on est américain. C'est vraiment une chasse au trésor. Pour visiter la France, Robert et Joël ont décidé de sillonner le pays, hors des sentiers battus, à la découverte de villages d'exception. C'est incroyable. Chacun de vos villages est un trésor. Chaque village est fantastique. Avoir cette chance de les découvrir, c'est tout simplement merveilleux. Ce qui les a convaincus de vivre ce merveilleux voyage, c'est une marque de renom, le label des plus beaux villages de France. Ces 10 dernières années, les labels touristiques se sont multipliés. Il en existe plus d'une vingtaine. Mais parmi eux, les plus beaux villages de France tiennent le haut du pavé. Chaque année sur ce seul nom, 35 millions de visiteurs se déplacent pour découvrir les villages de son classement. C'est que quand on va là, on est sûr de ne pas se tromper. Merci. C'est une structure privée qui le délivre. Composée d'élus et d'experts, l'association des plus beaux villages fait la pluie et le beau temps sur les campagnes françaises depuis 35 ans. La rigueur est toujours la rigueur. Pour assurer la qualité de son label, l'association met la barre très haut. Sur les 36 000 communes françaises, 6 000 répondent aux critères pour se porter candidate au label. Mais seulement 156 arborent le précieux panneau à l'entrée de leur commune. Alors comment entre-t-on dans le cercle très prestigieux des plus beaux villages de France ? Jusqu'où sont prêtes à aller les communes pour décrocher le label ou simplement pour le conserver ? L'église a été rénovée, toute la toiture a été refaite l'année dernière. Cette maison là-bas a été entièrement rénovée. Vous n'êtes jamais découragé ? Jamais, jamais. Une fois obtenu, ce label ne présente-t-il que des avantages ? On a trop de monde, c'est excessif. Comment vit-on après l'avoir perdu ? Bienvenue dans l'impitoyable course au label des plus beaux villages de France. Chaque année, une petite dizaine de villages se portent candidats pour tenter d'entrer au prestigieux classement des plus beaux villages de France. En moyenne, seule une demande sur 5 aboutit. L'homme qui les passe au crible, c'est Pascal, délégué général et rapporteur technique de l'association. C'est toujours un moment de découverte, de surprise. Et donc les enjeux aussi sont importants parce qu'il s'agit d'être le plus objectif possible. Et donc je me mets dans la peau d'un visiteur qui va arriver par les différentes routes qui mènent à ce village. Et puis on aura déjà les premières impressions des abords, de la périphérie du village qui pour nous est extrêmement importante. Ce matin, l'expert se dirige vers un village de Charente-Maritime, Brouage. Blottie au cœur d'un marais d'eau douce, la citadelle de Brouage est réputée dès le XVe siècle pour le commerce du sel, puis pour ses fortifications imprenables. Le village réunit les 3 conditions pour se porter candidat. 2 de ses édifices sont classés. Il compte moins de 2000 habitants. Et l'ensemble du conseil municipal est motivé pour gagner le label. Mais le plus difficile reste à faire. La visite d'expertise est une étape capitale pour le maire de Brouage, qui va se confronter au regard réputé redoutable de l'expert. Monsieur le maire, enchanté, Pascal Bernard. Asseyez-vous, monsieur. Ça marche, merci. L'objectif, c'est que je rapporte devant la commission qualité des éléments objectifs, factuels, qui décrivent la réalité de votre village, à la fois sur des aspects patrimoniaux et esthétiques, mais aussi, ce qui est très important pour nous, sur la vitalité socio-économique de votre village. Comment vous faites pour animer et faire vivre votre village au quotidien. Pour chaque critère, des notes sont mises de 0 à 3. 0 faible, 1 moyen, 2 fort, 3 très fort. Alors, le troisième volet de données, c'est en fait, on apprécie les efforts qui sont consentis par une municipalité pour protéger et mettre en valeur son village. Là, vous allez mettre 10 partout, là. Un maire très sûr de lui.
Pour avoir le droit de passer l'examen, Jean-Marie Petit a déjà dû débourser plus de 1 100 €. Alors, il sort le grand jeu. C'est déjà une des plus belles communes, on va dire, en marais doux. Un marais doux qui a été fabriqué de la main de l'homme, donc un marais, on va dire, un des plus beaux marais d'Europe en état d'origine. On est quand même dans un village qui a conservé sa qualité architecturale, on va dire, à 80-85%. Je pense que moi, j'ai toutes ces chances d'avoir le label. Mais pour vanter les atouts de son village, rien de mieux qu'une visite historique en situation. Alors là, par exemple, c'était les anciens casernements. Il faut penser qu'il y avait 2 étages. Il y avait 4 000 hommes de troupes, l'armée, et 3 000 commerçants. Ouais. Il y avait 7 000 personnes. Tu te rends compte? Là, voilà la glacière. Et on peut aller à l'intérieur? Oui. À nos risques et périls. Voilà. Ah, c'est comme Venise, voir Brouage et mourir, quoi. Non, j'irai pas jusque-là, mais c'est un très beau village, oui. Selon le maire, le village est irréprochable. Mais Pascal ne s'en laisse pas compter. Ici, l'alignement des maisons lui pose problème. Est-ce qu'elle date de quand? Parce que là, elle a été réhabilitée il n'y a pas longtemps, l'enduit a été refait. Ce qui ne va pas sur celle-ci, c'est qu'elle ne respecte pas l'implantation qui devrait être à l'alignement de limite de parcelles. Si, par l'autre bord, elle a une rue encore. Elles sont toutes un angle de rue, remarquez. Là, allez sur l'autre rue là-bas, la rue Champlain. Monsieur le maire, c'est dur d'entendre des petites critiques de la part de l'expert. Pas du tout quand elles sont justifiées. Quand elles sont pas justifiées, oui, ça me dérange beaucoup. Autrement, non, je suis preneur de toutes les remarques. Hein. Nul n'est parfait, la preuve. Il y a des petits trucs à revoir, mais je pense que moi, je mérite ce label, je le répéterai autant qu'il faudra, parce que si moi je n'ai pas de label, je pense qu'il y a beaucoup de villages qui pourraient sauter à la corde. C'est jamais parfait, il y a toujours des erreurs, y compris dans les villages qui sont déjà classés. L'association n'est pas à la recherche de villages parfaits, ça n'existe pas. Il faut simplement qu'un plus beau village de France, c'est une promesse, donc il faut que les villages tiennent cette promesse auprès des visiteurs. Alors que faut-il au juste au village pour tenir cette promesse? Sur les maisons, surtout pas de stores en PVC, plutôt des volets en bois. Sur les toits, pas de tôle, mais des tuiles ou de l'ardoise. Des couleurs de façade homogènes, des aires de stationnement dispersées. Au total, 27 critères, notés par l'expert pour juger de la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture du village. Le tout soumis au vote d'un jury. Entrer dans le club des plus beaux villages de France serait une aubaine pour un grand nombre d'acteurs de l'économie locale, notamment pour les éleveurs du Marais qui entourent le village. Un afflux de touristes pourrait leur permettre de sauver leur activité. Allez, viens là, viens. Allez, viens. Faut partager un peu, là. Frédéric Gorichon est un enfant du Marais de Brouage. En 20 ans, il a vu bon nombre d'éleveurs quitter la région. Le Marais se vide donc de son bétail, faisant courir un risque à cet écosystème si particulier. Nos animaux sont là pour entretenir le milieu, c'est le maintien de ces zones humides. J'ai pas les mots pour sortir ce que pourrait devenir le Marais de Brouage, mais le Marais de Brouage sans animaux, c'est plus un marais, on parle des friches industrielles, mais on parlera des friches du Marais de Brouage, et pour moi c'est inconcevable. Le label pourrait nous servir aujourd'hui à revaloriser un produit local sur de la restauration, des magasins de producteurs, des collectivités. Voilà. Si demain on a ce label, c'est une deuxième vie pour le Marais de Brouage. C'est des jeunes qui vont repartir derrière, c'est des gens aujourd'hui qui travaillent, qui vont mettre des nouvelles choses en place, qui vont conforter leur installation. Chut, doucement. Le sort de nombreux habitants du village et des environs est aujourd'hui entre les mains de Pascal. Pour illustrer les critères à remplir pour décrocher le label, l'expert, une fois seul, photographie le village dans les moindres détails. Ces herbes folles, ça fait partie de ce que vous recherchez? On essaye d'inciter les communes à davantage de sobriété, davantage de simplicité, et notamment on leur demande de plus en plus de laisser la flore spontanée s'exprimer
au lieu d'installer des jardinières qui sont accrochées ou suspendues. Mais sur les maisons des particuliers, difficile d'imposer un style traditionnel. Alors là, par exemple, j'ai photographié cette façade. Donc c'est typiquement une façade qui n'a pas été, qui a été fortement transformée et qui n'a pas été réhabilitée dans les règles de l'art. Alors rapidement, ce qui ne convient pas, c'est qu'il y a une gouttière en plastique qui devrait être normalement en zinc. Et puis vous avez en plus ce type d'enduit, de crépi écrasé, qui ne correspond pas non plus à un enduit traditionnel qu'il faudrait avoir sur un habitat ancien. L'enjeu n'est pas de figer un village, n'est pas d'empêcher les gens de vivre, mais de respecter un certain nombre de règles qui permettent de protéger et de mettre en valeur ce qui fait le charme et l'émotion de ces lieux-là. Alors, charmé, ému, sur le bilan de sa journée à Brouage, le rapporteur technique fait des mystères. Moi, je n'ai plus le pouvoir. Là, j'ai terminé mon travail de reportage photographique, donc rendez-vous fin juin. Si Brouage est élu, la commune devra s'acquitter d'une participation de 3 € par an et par habitant. Cet argent permet à l'association de vivre. Une aventure qui a commencé il y a 35 ans. C'est ici, au cœur de la Corrèze, à Collonges-la-Rouge, qu'est née l'association des plus beaux villages de France. En 1982, le maire de l'époque, Charles Seyrac, décide de créer un réseau de villages misant sur le tourisme. Le but, faire connaître leur patrimoine au plus grand nombre et ainsi donner un second souffle à ces bourgs. Avant cette date, Collonges était encore un village de 350 habitants, agriculteurs pour la plupart. L'exode rural entamé au milieu du siècle continuait à dépeupler sa campagne, faisant courir au village le risque de s'éteindre. François Seyrac est le fils du fondateur de l'association. L'œuvre entreprise par son père a donné une autre dimension à sa vie professionnelle. Bonjour, vous avez bien dormi les jeunes? Ouais. Voilà, chocolat. Merci. Tiens. Quatrième plateau. Voilà. On est agriculteurs à la base, donc on vendait nos produits. Après, on a créé une ferme de découverte. Il n'y aurait pas eu ce flux touristique et tout ça. On n'aurait peut-être pas fait une ferme de découverte. On n'aurait peut-être pas développé tout ce qu'on a développé comme activité. Le gîte, je ne sais pas si on l'aurait fait. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour capter de la clientèle. Le gros avantage, c'est que quand on met des idées nouvelles à Collonges avec le label des plus beaux villages de France et l'attrait de la clientèle touristique qu'il y a, voilà, c'est peut-être plus facile que si on se trouvait dans un petit village non labellisé, un peu perdu, quoi. Ce petit miracle économique, François n'est pas le seul à en avoir bénéficié. Cette reconversion a donné un nouvel élan à tous les habitants. Salut Julie. Salut François. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça y est. Ça démarre à fond? Ça y est. Bon. Il fait bien chaud. Bon courage alors. Hein? Depuis les plus beaux villages de France, ça a permis que ces maisons qui étaient autrefois des fermes, les ateliers artisanaux, continuent à vivre, soient entretenus. Et maintenant, ce sont des ateliers, des boutiques de souvenirs, des marchands de glace, des crêperies, tout ça. Bon, le tourisme fait que le village vit. Avec 700 000 visiteurs par an, Collonges est devenu le village le plus visité de la région. L'esprit visionnaire du père de François veille toujours sur les ruelles de grès rouge. Je suis sûr qu'il est là et qu'il regarde et qui, je n'allais pas dire qu'il compte les gens qui passent, mais il voit que l'association dure, il voit que les plus beaux villages vivent, augmentent. Voilà, il est là. Si le modèle perdure, c'est que le label reste un sésame. Le décrocher aurait des effets immédiats sur la fréquentation touristique. Un tiers de visiteurs en plus dès la première année, c'est la promesse. Dans le Gard, Luçon. C'est le dernier des labellisés. Il fait partie des plus beaux villages de France depuis septembre 2016. Son château fort du XVe siècle,
son temple protestant, ses ruelles étroites ont coupé le souffle aux membres du jury. À la veille du lancement de la saison touristique au mois d'avril, tout le village se prépare à faire face à cette nouvelle notoriété. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, impeccable. Je venais voir un peu comment ça se passait. Ben là, ça se passe. Je suis en train de reprofiler le terrain existant pour que ce soir, dans le week-end, les voitures puissent se garer. On pourra, c'est sûr qu'on pourra oui, ce week-end jusqu'à la limite, jusqu'à la limite du candélabre. Voilà. Jean-Marc François, le maire du village, a essayé de penser à tout, notamment en termes d'accueil des visiteurs. Ce parking que vous voyez va nous permettre d'organiser la mise en place de 80 voitures, d'un bus. Donc ça va permettre à une population importante, beaucoup plus importante, de visiter le village sans perturber la circulation en haut. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, évidemment, les quelques voitures qui venaient n'avaient pas de peine à trouver de la place. Là, on est très content que ces travaux aient pu être menés avant la grande saison touristique, c'est important. En plus de ces travaux d'aménagement, la mairie s'est également offert un relooking pour ses ruelles. Pour cela, elle a fait appel à Emmanuel, le céramiste du village. Je vais livrer des plaques de rue pour remplacer les vieilles plaques de rue de village pour rénover et embellir ce nouveau plus beau village de France. Bonjour Laurent. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Je t'amène encore 2 plaques. C'est toi que tu es en train d'installer. Tu veux un coup de main? Non, oui, si tu veux, mais elles sont vraiment jolies. Hein. Sur la pierre, ça fait joli. Les couleurs rendent bien. Ouais, c'est plus beau que celle qui était avant, c'est certain. Hein. C'était usé. Ah ouais. On est sur un beau travail de A à Z. Là, hein. On a le rendu final en situation. On n'est jamais sûr jusqu'au dernier moment que ça plaise. Les couleurs que tu as fait rendent bien. Voilà, on a travaillé les couleurs, on a travaillé que ça soit tout support. 40 nouvelles plaques d'une valeur totale de 1 500 € ont été commandées à cet artisan. Ça fait pas longtemps que je suis dans le village, donc c'est vrai que je veux participer à la rénovation, à être inclus dans le projet, c'est super. On attend le soleil, on attend de la foule qui va remplir nos restaurants, nos boutiques, regarder le travail de tous les artistes du coin. On sera là de 8h à plus d'heure. On sera ouvert, on sera disponible et voilà. Les retombées du label vont-elles être à la hauteur de leurs espérances ? Bien loin des villages reculés, la réussite du label tient aussi à ses outils de communication. Le plus accrocheur, son guide. Un ouvrage édité à 17 000 exemplaires, en vente dans les rayonnages des grandes librairies. C'est Anne Gouvernel, la chargée de communication de l'association, qui est en charge du suivi du livre. Allez, se mettre au travail. Il y a 2 ans, elle a réussi à faire rentrer les plus beaux villages de France dans une grande maison d'édition. Il faut qu'on fasse un point sur le village de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Luçon, je pense. Ouais, ok. Les 2 nouveaux entrées dans la sélection. Ce serait bien si on pouvait avoir une vue peut-être même un peu plus éloignée. Le château, c'est bien parce que ça c'est emblématique du village. Ouais, bien sûr. Donc je vais regarder ça. Très bien. Donc attends éventuellement de nouvelles photos. Ouais, je vous tiens au courant. Très bien. Les gens sont très en quête en ce moment de sincérité, d'authenticité, de choses vraies. Voilà. Et donc ce guide rentre totalement dans la ligne de ce que l'on a envie aussi de développer, de montrer du monde et de montrer de nos vies. Quelque chose de vrai, qui date, qui a des racines, qui se construit, qui s'entretient, qui a de la richesse et qui peut accueillir une population variée pour des plaisirs divers, de nature, de culture, juste de découverte architecturale. Voilà. Mais pour le label, éditer son guide dans ce grand groupe, c'est surtout une occasion de toucher les touristes de tous les pays. Ici, ça peut peut-être le faire.
Donc pour ce village-là, c'est juste pour vous dire qu'en fait, on a agrandi un petit peu le bloc là avec les informations pratiques, parce que pour nos lecteurs, on rajoute aussi des distances, on rajoute en kilomètres, mais aussi en miles, parce que c'est plus parlant pour nos lecteurs. Et donc du coup, ça prend plus de place. Oui, bien sûr. Ce qui nous a vraiment convaincus et séduits aussi dans le fait de travailler avec eux, c'est qu'ils nous proposaient d'aller chercher le marché anglophone avec une version anglaise. Donc c'est la première fois qu'on le faisait et on avait quand même régulièrement des demandes via notre site internet ou autre de touristes anglophones qui nous disaient vous n'avez pas une version anglaise de votre guide, etc. Et voilà, aujourd'hui c'est le cas. Au moins Flammarion nous a permis d'accéder à ça. Si le public anglophone a enfin son guide, le label a également trouvé un autre moyen de l'attirer. Depuis quelques années, l'association organise des circuits et des séjours dans ces villages. Pour cela, elle s'associe à des initiatives originales. Le rallye en 2 chevaux en est une. Les participants parcourent la France de Paris à Cannes à travers une vingtaine de villages labellisés. Aujourd'hui, l'étape, c'est les Baux-de-Provence. Cécile, ça va? Ça va. Ouais, super bien. Avec ce type de circuit, Cécile, chargée de développement de l'association, a trouvé un moyen de faire rester les visiteurs dans les villages. Les étapes se sont bien passées. Ouais, les étapes se sont super bien passées et là c'est top, c'est la Provence. Ouais. Ok, super. Donc voilà, c'est une belle étape aujourd'hui. Ils sont contents? Ouais, ils sont ravis. Enfin, tu verras. Hein. Son projet nous a semblé intéressant parce qu'il y avait vraiment des retombées économiques pour les villages, puisque la plupart du temps, ils logent et ils mangent dans les villages. Donc ils prennent le temps de séjourner, de visiter les villages. Et voilà, c'est ce qui nous a intéressés, en plus du concept de chevaux, qui est vraiment une voiture un peu mythique et légendaire pour l'art de vivre à la française. C'est bien les plus beaux villages de France qui les attirent, ou en tous les cas cet art de vivre qui les attire. Et cette aventure un peu unique de pouvoir relier ces différents villages en 2 chevaux. Pour ce circuit de 8 jours, les participants déboursent quand même 4 800 €. Ce prix comprend des visites guidées dans certains villages, l'hébergement dans des hôtels haut de gamme et la découverte de la gastronomie locale. Tout le monde est aux petits soins pour ces touristes privilégiés. Du saucisson? Vous en avez au taureau et au porc. Je vais essayer celui-là, merci. C'est de l'aubergine et du fromage de chèvre. Cécile profite alors de toutes les conversations pour mener sa petite enquête de satisfaction. Comment avez-vous connu le rallye? Mes amis l'ont fait 2 fois. Je devais le faire l'année dernière, mais je n'ai pas pu. Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu trouver tous les villages que vous traversez sans l'association? Non. Comment j'aurais pu les trouver? C'est incroyable. Ils font les recherches à ma place. Je suis allé à Paris, à Nice, à Monaco, mais je n'aurais jamais su comment venir ici. C'est difficile de se repérer avec une carte. La dégustation s'achève par une photographie de groupe qui fera l'objet d'un article dans le journal local. Ça n'a l'air de rien, mais une photo comme celle-là entraînera un afflux immédiat de visiteurs. En septembre, alors que la haute saison s'achève, nous retournons à Luçon, le village du Gard labellisé en 2016. Du haut du chemin de ronde du château, Jean-Marc François le maire a une vue imprenable sur l'entrée de sa commune. Il n'en revient toujours pas. On passait avant au pied du village en se disant tiens, il y a un beau village sur une colline. Les gens n'avaient pas l'idée de monter dans le village. Maintenant, soit ils ont vraiment le guide entre les mains et ils montent directement, soit ils ont effectivement la curiosité de venir voir parce qu'ils voient tout simplement le panneau. Cette obtention du label nous a permis vraiment de voir une modification de la fréquentation qui va donc évidemment dans le bon sens pour faire revivre l'économie locale.
En quelques mois, la fréquentation a fait un bond de 30%. Dans les restaurants et les hôtels du village, c'est l'heure du bilan. Parmentier de Brondade, it's a specialty of the region, fish with potatoes. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Bien, ça va, ça va. Dans cette auberge, les patrons ont même été pris de court par cette soudaine affluence. Arrivée massive de clients, on va dire en début de service, donc voilà toute une organisation quoi, qui est un petit peu chamboulée. Et puis sur la durée, il n'y a pas eu d'interruption par rapport à l'année dernière où on a eu quelques services un peu plus calmes. Voilà, là c'était en flux tendu, permanent. On ne peut pas faire non-stop non plus en restauration. Mais c'est vrai qu'il y a une demande. Du coup, c'est une frustration et pour nous et pour les touristes. Et pour les touristes voilà, qui n'ont pas pu déjeuner, notamment. Se restaurer sur le village, donc ça c'est un peu dommage. Pour ne pas avoir à refuser de clients, les patrons de l'auberge pensent embaucher du personnel dès la saison prochaine. Jean-Marc François ne cache pas sa joie. C'est pour ça qu'on se fait élire comme maire, c'est pour développer ou maintenir au moins notre village. J'étais très content de ce résultat, puisqu'en fait c'est évidemment le but de ces labellisations, développer les commerces existants et éventuellement de voir s'en créer d'autres. Bonjour messieurs, dames. À Lucens, le cercle vertueux semble bien engagé. Et le maire est déjà sollicité par des entrepreneurs qui veulent profiter de cette manne touristique. Salut, ça va? Bonjour Cathy. Alors c'est là qu'on va avoir ce nouveau commerce dans Lucens. Mais écoute, on est en train de réfléchir, là, notamment comment installer une terrasse, est-ce qu'on modifie un petit peu la façade? L'emplacement est bon, à l'entrée, à la sortie du village. Et puis après, voir pour l'aménagement extérieur, ça nous permettra d'avoir quelques tables dehors, bien agréables l'été. Voilà, donc là, c'est la maison. Cathy et son père souhaitent monter un commerce de glace et de crêpes. Ils sont originaires de Lucens et leur maison de famille pourrait ainsi s'offrir une deuxième vie. Voilà, donc on arrive à la pièce là où habitaient mes parents, hein. C'est leur cuisine. Et c'était là aussi, quand on avait la boucherie qui était à côté, qu'on faisait les charcuteries. Parce que c'était un endroit qui est un peu plus frais, tu vois, il y avait la cheminée. Voilà, il est vraiment dans son jus. Comment tu penses organiser ta pièce là? Puisqu'en fait, c'est là où tu vas préparer les glaces, etc. C'est là où je vais préparer et servir au comptoir. On va avoir un plan de travail, donc avec les congélateurs qui seront en présentation aussi. Comme ça, les gens voient les différents parfums, s'ils préfèrent des glaces emballées ou en cornet. Cathy, secrétaire de profession, a suivi des formations avant de se lancer. Son changement de vie a été longuement réfléchi. Super. On sait que de toute manière, les touristes, il y en a. On a vu que cette année, ça a quand même bien augmenté. Donc, normalement, ça devrait pouvoir s'enclencher correctement à partir du mois d'avril. C'est bien parce que sinon, il fallait aller travailler en ville. Donc, si elle peut travailler à Lucens, c'est quand même toujours mieux. Je suis motivée. Le but de base de nos labels, hein. Voilà. C'est quand même que pour attirer du tourisme, c'est vrai, mais attirer du tourisme, c'est pour que vive le village. Parce que bon, le tourisme, ça dure un temps. Le village, il vit toute l'année. On a besoin que les jeunes restent, que les enfants soient à l'école, etc. Et je pense que mes grands-parents seraient fiers de voir leur maison revivre maintenant. Grâce à nous, entre guillemets. Donc, on se lance. Qui ne tente rien à rien. À l'échelle de Lucens, l'afflux touristique et ses défis symbolisent le renouveau du village. Mais pour les stars du label, envahis par les touristes une bonne partie de l'année, le revers de médaille est parfois lourd à assumer. Dans le Vaucluse, à Gordes, il n'y a pas que la physionomie du village qui soit vertigineuse. Les chiffres de la fréquentation le sont aussi. Près d'1 million de touristes par an, 10 000 le jour du marché, plus de 500 places de parking. Et pourtant,
L'agent de circulation a bien du mal à gérer l'affluence. Aux heures de pointe, le monument aux morts a des airs de rond-point des Champs-Élysées. Bon appétit. Bonjour. Ça va? Salut Maurice. Maire de Gordes pendant presque 5 mandats, Maurice Chabert est aussi le président de l'association des plus beaux villages de France. Ça va? S'il est l'un des acteurs du succès de ce village, il est aujourd'hui obligé de faire certains constats. On a trop de monde parce que, surtout en juillet-août, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est trop... On arrive jusqu'à avoir entre 8 et 10 000 personnes. C'est excessif. C'est difficilement gérable compte tenu que nous sommes un village perché. Donc pour un village perché, il faut trouver des parkings. On ne peut pas faire des parkings, uniquement des parkings, parce qu'il faut aussi que ces parkings n'abîment pas le village. Donc peut-être un jour, il faudra faire un parking souterrain, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il ne faut pas se risquer à interroger le président de l'association sur les effets de cette foule. Ça risque pas de nuire au label finalement, parce qu'on s'attend à trouver quand même un village tranquille. Ce village est tranquille par rapport au métro. Fin de la conversation. Il ne faudrait tout de même pas effrayer les investisseurs. En effet, à Gordes, les agences immobilières sont presque aussi nombreuses que les échoppes de souvenirs. Ici, les propriétés se vendent comme des petits pains. Pascal Dano est un de ces marchands de biens heureux. On a une maison de village typique qui est vraiment au cœur de village. C'est une maison qui fait à peu près dans les 170 mètres carrés, qui est composée de 4 chambres, 4 salles de bain, un salon, une cuisine classique. C'est une maison qu'on retrouve sur le marché autour du million. Alors c'est vrai que ça pourrait sembler peut-être un petit peu cher pour ce type de maison, mais néanmoins, la vraie différence, et ce qui fait vraiment son prix aujourd'hui, c'est cette vue incroyable, le fait d'avoir une piscine, et encore une fois, le fait de pouvoir aller au marché à pied, prendre un petit café à pied, aller au restaurant à pied. Plus de la moitié de sa clientèle est étrangère. Et il n'y a pas que la beauté des propriétés qui l'attire ici. C'est vrai que si vous avez de l'argent à investir, par sécurité, vous allez plutôt vous rapprocher de villages comme Gordes, qui sont encore une fois des villages où vous avez une garantie de tourisme, peut-être plus que dans d'autres villages où c'est un petit peu moins réputé. Le label nous apporte ce petit plus qui fait la différence au niveau de la communication à l'international. Et beaucoup de gens voyagent aussi pour visiter les plus beaux villages de France. C'est ça le plus. À Gordes, les prix sont 30% plus élevés que dans un village voisin non labellisé. Une spéculation qui ne fait pas vraiment rougir l'agent immobilier. Plus que des prix, nous, on vend vraiment un art de vivre, une qualité de vie. Et c'est vrai qu'on n'est pas à calculer un prix au mètre carré. Les gens rêvent un petit peu d'habiter là. Je parle pour un Parisien qui serait qu'à 2h40 de la capitale. On ne vend pas forcément un prix au mètre carré, on vend une nouvelle vie. Donc c'est un peu du rêve. Donc peut-être que c'est un peu plus cher que la réalité, c'est possible. Pour ces villages restés longtemps isolés, la surfréquentation et la spéculation immobilière valent toujours mieux que des ruelles et des logements vides. Assumer ce genre de contraintes, certains villages en seraient ravis. C'est le cas de Brouage, le village audité par Pascal il y a quelques mois. Le sort de ce candidat va se jouer aujourd'hui à 500 km de chez lui, à Au-Largue dans l'Hérault. L'un des 156 plus beaux villages de France, choisi par l'association pour y tenir sa réunion. Les 24 membres de la commission qualité sont au rendez-vous. Ça y est, tout le monde est arrivé, c'est le petit moment de convivialité avant de travailler tout l'après-midi. Les enjeux sont importants pour Brouage. Pascal, le rapporteur technique, révise sa présentation avant de commencer. Vous êtes stressé là, avant chaque présentation? Je suis concentré. Pourquoi? Parce que en fait, les présentations sont très synthétiques, donc il faut essayer
de bien présenter les villages, dire à la fois ce qui est positif, mais également ce qui est négatif. Donc essayer de ne rien oublier. Et en même temps, les photos parlent souvent d'elles-mêmes, c'est-à-dire ce que je ne dis pas, les membres de la commission le perçoivent. Composé d'élus, membres de l'association, ce jury se réunit 2 fois par an. Vous savez qu'aujourd'hui, nous allons expertiser 2 nouveaux villages qui sont candidats. Et vous savez qu'en principe, c'est un village sur 5, un village sur 6. Forcément, il ne peut y avoir que des villages extraordinaires. Il faut continuer dans cette voie. Ok. Vous êtes prêts ? Donc le village candidat de Brouage, en Charente-Maritime. En vue aérienne, voilà ce que donne Brouage. Donc, alors, nous arrivons par le nord. Et un des premiers éléments, c'est l'aire de stationnement. Donc je déroule les photos, des interventions plus ou moins réussies, des enduits, ça c'était un enduit en surépaisseur, un enduit assez rigide. Donc vous voyez, il y a quand même des éléments plutôt simples, plutôt modestement ornés. Quelques jardinières inutiles à l'entrée gauche de la porte. Alors il y a différents commerces, parfois certains commerçants dont on pourrait espérer qu'ils soient un peu plus vigilants sur leur mobilier, leur terrasse. Alors ça, j'ai mis que c'était une bonne pratique parce que c'était un enduit taloché, les volets étaient peints et puis l'enseigne était également plutôt bien faite. Donc ça pourrait être un modèle pour d'autres enseignes qui sont moins bien réalisées. Pour être classé, Brouage va devoir séduire les 2/3 de cette assemblée. Les débats restent confidentiels. 3 heures plus tard, le verdict tombe enfin. Maintenant, le vote à la majorité des 2/3 est acquis. Et donc, Brouage vient aujourd'hui de rejoindre les plus beaux villages de France. C'est une décision de classement qui, néanmoins, est assortie de réserves. La réserve essentielle, c'est que la municipalité doit être vigilante sur la maîtrise de l'espace public. Fini les jardinières, les chaises en plastique et les parasols publicitaires en terrasse. De la sobriété. Brouage entre désormais dans la cour des grands. Moi, je considère que c'est un élément fort d'avoir des réserves pour un maire qui permet à celui-ci de dire à son conseil, de dire à sa population, certes, nous sommes classés, mais attention, il faut être vigilant. Notre objectif est de labelliser des villages de qualité, qui est notre critère premier. Il faut encore une fois que les visiteurs qui iront voir ces villages ne soient pas déçus. Donc il faut que ces villages aient du patrimoine, ils soient jolis et que le visiteur en garde un très bon souvenir pour que demain il aille voir un autre village qui est labellisé. Parfois on nous dit qu'on est trop sévère, mais c'est tout à fait normal. Si on n'est pas sévère, eh bien à ce moment-là on ne serait pas 155, 156, on serait 2000, etc. Mais notre association n'aurait aucune valeur. La rigueur est toujours rigueur. Brouage devra rester conforme aux attentes de la commission. Car le label des plus beaux villages de France est difficile à gagner, mais facile à perdre. Depuis 2011, les villages classés font l'objet d'une réexpertise. Tous les 6 ans, ils courent désormais le risque de perdre le précieux label. Cette mésaventure est arrivée à la commune de Saint-Floré, dans le Puy-de-Dôme. Depuis 2016, elle ne fait plus partie des plus beaux villages de France. Le bâtiment en ruine, là, il va falloir qu'on le rénove et qu'on le sécurise surtout. C'est ça le plus important, parce qu'avant que ça tombe de trop. Héritière d'une commune qui, depuis son entrée dans le label en 1999, a manqué de rigueur, Il faut nettoyer là déjà. Maggie Lagarde, la maire de Saint-Floré, vit cette décision comme une injustice. Ce qui nous a le plus vexé, c'est qu'on leur avait demandé un délai. Et le délai, ils ne nous l'ont pas accordé. Ça, c'est dommage, parce qu'on avait entrepris de gros travaux, un petit peu dans tout le village. On aurait bien préféré qu'ils reviennent dans 2-3 ans et que la traverse soit terminée, que les travaux ici soient bien terminés aussi, et qu'on leur fasse voir un village qui a été rénové entièrement. Parmi les reproches faits par l'association, la pose de ces pavés. Pour eux,
cette position des pavés fait trop urbain. Ces pavés auraient dû être alignés tout droit au lieu d'être en demi-cercle. Mais à l'époque, ça a été accepté par les Bâtiments de France. Donc je pense que le maire a très bien jugé de le faire dans ces conditions. Hein. Le manque d'homogénéité des habitations a également été pointé du doigt. Aujourd'hui, malheureusement, on a des bâtis qui ont été rénovés, mais il y en a d'autres qui sont en cours de rénovation, mais qui n'ont pas encore été rénovés. Et on ne peut pas obliger les propriétaires à faire de la rénovation s'ils n'ont pas les moyens financiers de la faire. Des moyens financiers, Maggie sait pourtant en trouver. Elle a obtenu près de 450 000 € d'aide de la part de différents organismes publics. Elle les investit dans des chantiers d'embellissement du village, car elle a un objectif: regagner le label. Aujourd'hui encore, elle reçoit un des conseillers départementaux. Bonjour Lionel. Comment vas-tu? Ça va, toi aussi? Ça va Maggie? Oui. Alors. Bon, ben, écoute, on est bien content que tu sois là, parce que comme ça va nous permettre de revoir un peu les dossiers qui ont été envoyés au conseil départemental. Lionel Gay vient lui confirmer le déblocage de 200 000 € pour la rénovation d'un des ponts de la commune. On a fait les chiffrages, les appels d'offres et les consultations sont réalisés. Ça coûte à la collectivité et au département, mais c'est un plus pour pouvoir valoriser notre patrimoine. Maintenant, nous allons démarrer mi-août. Ça, c'est super. Tout ça, ça dénote une volonté, une ambition de la commune d'être attractif et de se tourner vers les gens, à la fois les gens qui y vivent, mais également les gens qui viennent visiter. Avoir du patrimoine, avoir des sites environnementaux, avoir des sites classés, c'est important. Le faire savoir, le valoriser et continuer d'améliorer la démarche, ça c'est essentiel. Sans label depuis 1 an, Maggie Lagarde s'inquiète de la survie de son village. Voilà, c'est difficile pour une commune de vivre du tourisme si on n'a pas un label. C'est vrai qu'on perd la clientèle quand même. Moi, ça me fait plaisir quand il y a des cartes qui arrivent et qui visitent notre patrimoine. Moi, j'aime faire connaître mon patrimoine. Je trouve qu'il est beau, donc il faut le faire voir. Pour Saint-Florey, regagner sa place parmi les plus beaux villages de France est une priorité. Un choix que ne font pas tous les maires. En Ariège, Saint-Lizier a fait partie des plus beaux villages de France pendant plus de 20 ans. Cet ancien évêché, avec son palais, ses 2 cathédrales, son cloître roman, répondait aux nombreux critères souhaités par l'association. Mais le développement de la zone commerciale au pied de la commune a posé problème lors de la réexpertise du village. C'est ici qu'est venu donc le chargé de mission en septembre 2012 et c'est de là qu'il a pu observer effectivement cette fameuse zone et commerciale et pavillonnaire, ce mélange qui n'est pas des plus heureux, il faut en convenir. À cette époque, s'il ne veut pas perdre son label, le village doit réussir à dissimuler au maximum la zone commerciale. Pour cela, la municipalité devrait planter des arbres à haute tige, repeindre les bâtiments et leurs toitures pour les harmoniser, un chantier estimé à près de 700 000 €. Au même moment, elle engage des travaux dans l'école primaire du village, à hauteur de 2 millions d'euros. La commune est déjà endettée, elle ne peut pas se battre sur tous les fronts. Le maire choisit l'école plutôt que le label, qu'il décide de quitter. Et moi, j'ai très vite proposé à mes collègues, écoutez, il vaut mieux s'en aller avant d'être bouté dehors. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas très honorable d'être mis dehors. Moi, je préfère m'en aller avant. C'est une question d'honneur, nous sommes gascons, n'oubliez pas. Vous ne regrettez pas du tout votre choix? Non, pas du tout. Le choix, il a été très simple. Développement local d'abord, bien-être des Lycéroises et des Lycérois, et ensuite le développement touristique, oui. Mais le fait d'avoir renoncé au label des plus beaux villages de France ne me semble pas avoir été un handicap majeur au développement touristique. La décision du maire a finalement satisfait la plupart de ses administrés. Bonjour. Vous êtes content de l'école? Oui.
Des ateliers? Oui, Bon. elle est trop bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de place. Aussi, on peut faire beaucoup de sport avec les terrains. Là, il y avait des structures provisoires, type Algeco, qui occupaient 240 mètres carrés. Pour les tout petits, il n'y avait pas de cours de création, donc c'était assez étriqué, ça manquait d'ouverture et surtout de surface. Aujourd'hui, que ce soit les enseignants, les enfants, le personnel, travaillent dans de meilleures conditions. Et après, le soir, on va faire... Très peu de mères ont osé faire le choix de quitter la puissante association. Si puissante qu'aujourd'hui elle fait des émules dans le monde entier. Des villages ruraux avec un patrimoine et une population à défendre, il y en a partout dans le monde. Alors pourquoi se limiter à la France? Dans la province d'Aragon, en Espagne, le village de Valderobres. Dans cette foule aux nationalités hétéroclites, il n'y a pas de touristes, mais des élus et des experts, des représentants d'associations de plus beaux villages étrangers. Regroupés en fédérations, ils se rencontrent chaque année dans un pays membre. Cette année, ce sont les Espagnols qui reçoivent. Ce qui m'a le plus surpris la première fois que je suis venu à Valderobres, c'est l'entrée du pont. Je suis vraiment resté bouche bée. Je me suis tout de suite dit qu'il pouvait faire partie des 13 premiers plus beaux villages de l'association. La fédération compte aujourd'hui 6 pays et plusieurs autres rêvent d'en faire partie. Un succès dont Pascal, le monsieur expertise français, ne se plaint pas. À l'association des plus beaux villages de France, ça apporte de la visibilité supplémentaire, mais l'idée aussi c'est d'aider d'autres réseaux à se créer, parce que nous estimons qu'il y a plein de plus beaux villages dans plein de pays et qu'on n'a pas vocation à garder ce concept pour nous. Et au fur et à mesure, la fédération se construit et l'idée c'est d'échanger la visibilité entre chacun des réseaux. Cette visibilité, c'est une source de touristes étrangers en plus dans les plus beaux villages. Et cette année, Pascal s'intéresse tout particulièrement aux représentants d'un pays qui pourrait bientôt rentrer dans la fédération et qui représente un marché gigantesque. Est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce qu'il pense alors des villages d'Espagne que l'on a visités, qui sont plus gros? Yang Wang, propriétaire d'un hôtel de luxe de Pékin, est venu observer le fonctionnement des labels européens. Ici, beaucoup d'histoires et beaucoup d'éléments. Mais il préfère les villages français. Cet homme d'affaires chinois est issu d'une famille d'antiquaires dont la plupart des collections ont été détruites pendant la révolution culturelle. On peut voir les vestiges du château. Ouais, c'est magnifique. On voit un paysage splendide d'ici. Et surtout, on respire bien ici. Surtout quand on a le smog à Pékin. Pour protéger et faire connaître le patrimoine chinois, il se heurte à des enjeux compliqués propres à son pays. En Chine, quand un patrimoine culturel ou historique devient un objet précieux, le gouvernement le ferme à clé en posant un panneau « Site historique et culturel protégé ». Personne ne peut plus y accéder. Ce genre de protection est très courant dans notre pays. Après avoir discuté avec l'association des plus beaux villages de France, nous trouvons que leur idée est très utile. Il y a encore des gens qui vivent ou travaillent à l'intérieur de ces bâtiments. Le patrimoine est donc plutôt un site historique, dynamique et vivant. C'est une révélation très importante pour nous.
Ça nous fait chaud au cœur. On est extrêmement fiers que le modèle français puisse inspirer d'autres pays, et notamment la Chine. Alors après, on reste modeste, et il faut que les Chinois adaptent les règles à leur histoire, à leur culture, à leur organisation villageoise. Et donc, on va essayer de les accompagner avec nos moyens. Peu importe de courir le risque de voir se transformer certains trésors cachés en parcs d'attractions, le développement touristique proposé par les plus beaux villages de France est sans nul doute une des clés de la survie de ces petits villages.